Voilà, nous sommes de retour en direct sur le plateau de Vendredi Pétante. Comme promis, ils nous rejoignent tout de suite. Je vous demande d'accueillir nos invités. Elle est devenue l'une des grandes séductrices du cinéma et elle réussit même à nous faire aimer l'enfer. C'est Marie Gillin. Ténébreux et énigmatique, il est l'un des artistes dont on parle le plus en ce moment entre littérature, théâtre et cinéma. Samuel Benchetrit. Il redonne des couleurs à la télévision et confesse stars ou anonymes sur leur première fois. Présent sur Pink TV et sur notre plateau, Frédéric Mitterrand. Bonsoir à tous les trois, bonsoir Marie, bonsoir Samuel, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Le point commun, le cinéma, la passion du cinéma qui vous unit tous les trois. Marie Gillin, vous êtes à l'affiche de L'Enfer de Danis Tanovic. Vous incarnez une sœur d'une fratrie qui est vraiment décomposée. Les sœurs, au début du film, ne se parlent pratiquement pas. Alors, vous nous direz comment c'est passé dans la vôtre, si il y a un lien. Là, on est dans un petit moment un peu d'observation, vous exposez. On sent qu'il y a une toute petite tension, mais ça va. Je suis très contente de ne pas être tombée, en fait. Je me dis que j'ai C'était un exploit, on a admiré. Oh là, on s'étend, c'est super. J'adore, l'ambiance est géniale. Souvent, les invités nous disent ça, ils nous expliquent la première chose, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans l'escalier et au fond, ils se focalisaient un peu là-dessus. Allez, on se remet dans le truc un peu. Moi, je suis trop vieux, alors on m'a fait passer par le mur. C'est le privilège de l'âge, il en faut bien, Frédéric. C'est pas vrai, parce que Stéphane Guillon fait pareil. Et d'ailleurs, vous avez un peu la démarche de Stéphane Guillon. Quand vous avez... Alors, Samuel Benchetrit, on vous écoutera bien sûr évoquer avec passion les liens très complices qui vous unissent à votre beau-père Jean-Louis Trintignant, que vous mettez en scène au théâtre Hébertot, dans une pièce qui fait courir les 3/4 de Paris, parce que ça marche très très bien, c'est moins 2. Le quart va voir Stéphane Bern, c'est pour ça qu'il dit ça, les 3/4. D'ailleurs, vous avez raison, c'est des autocars qui... C'est moins 2 au théâtre Hébertot avec Roger Dumas. Bref, c'est une pièce dont il est l'auteur et vraiment c'est un joli succès. Frédéric Mitterrand, bon... je vais parler de vous. Hein. On va vous éviter tout de suite le coup de l'ongle. C'est vrai que dans quelques semaines, on va célébrer les 10e anniversaire de la disparition. C'était pas mon oncle, c'était mon neveu. Bon, François Mitterrand, on va en parler beaucoup. Vous avez un fils de 32 ans qui est l'âge de Samuel Benchetrit. Vous aussi, vous avez votre clan familial un petit peu composé, recomposé. Bien sûr. Et puis, on va vous revoir jouer les Flamants Roses à la télévision. Les Flamants Roses. Oui. Cherchez une jolie image avec Pink TV. Ah ouais, mais ça, c'est le direct, ça, c'est le problème. Non, mais vous n'aimez pas. Vous aimez pas. Flamant Rose, non. Vous allez faire ça lui va pas trop bien. Si, Flamants Roses, ça me va finalement. À la démarche chaloupée comme ça au milieu. Oui. C'est vrai qu'on va parler de ce que vous faites à la télévision. La première fois, on Je en fais parlait l'émission de Stéphane Bern et d'Ariel Wiesman et de Muriel. Oui, ça c'est maintenant. Et il y a les petits Zemmour aussi. Vous avez souvent dit, Frédéric, vous avez souvent dit que vous avez été un mauvais père pour votre fils aîné. Est-ce que vous... J'ai changé un peu. Vous avez changé, alors l'appréciation, vous avez un autre protégé. Non, je crois surtout que quand les enfants atteignent l'âge adulte, on se dit qu'on a été un mauvais père parce qu'on voit, parce qu'ils partent dans la vie et on a un peu peur pour eux. Et puis ensuite, quand on s'aperçoit que finalement ils se débrouillent assez bien, on se dit qu'on leur a donné finalement aussi pas de trop mauvaises bases. Alors maintenant, je suis un peu revenu en arrière. J'ai pas été un très très bon père, mais j'ai peut-être pas été le si mauvais père que je croyais Parce avant. que mon père, c'est quand les enfants parviennent à aller sur leur chemin, à être heureux, à être libres. Voilà, mais un bon père, c'est Ariel, par exemple, qui s'occupe de ses enfants très bien. Et est-ce qu'il y a une petite auréole là au-dessus? Ça va venir. Est-ce que être un bon père, c'est les emmener voir les matchs du PSG aussi? Vous qui détestez le foot. Être un bon père, c'est d'être capable de faire des choses qu'on n'aime pas du tout faire pour leur faire plaisir. Et ça, aller au match de foot, c'est ça? C'est pas totalement mon truc. Oui. Alors, Samuel, je le disais, vous êtes l'auteur malicieux, le metteur en scène, avec beaucoup de talent d'ailleurs, de moins 2, cette pièce interprétée par votre beau-père Jean-Louis Trintignant. Comment est-ce qu'on dirige un monstre du théâtre tel que Jean-Louis Trintignant? Enfin, je sais pas, il me ferait peur. Parce que c'est un tel personnage emblématique. Oui, Non, et en plus, il vous considère comme son propre fils, donc il y a une relation de... Non, on est des amis. On est des amis proches, mais c'est facile. Il a dit que vous étiez plus que son fils. Non. Mais vous savez, c'est facile de diriger des mecs comme ça, quoi.
c'est plus facile qu'un acteur qui serait pas bon, qui serait pas doué. C'est plutôt lui qui peut avoir peur de moi. Parce que j'ai pas fait grand-chose. Je peux plus facilement, moi, l'entraîner dans une merde que lui. C'est lui qui dirige ou c'est vous? C'est lui, bien sûr. Moi, je fais rien, vous savez. Mais vous servez de votre connivence et de votre complicité, justement, pour tricoter cette relation, cette mise en scène. Ça fait des allers-retours, peut-être. Je sais pas. Dans la pièce, il y a Roger Dumas aussi, et les deux sont pareils. C'est des types qui ont beaucoup travaillé, beaucoup plus que moi. Donc, on parle beaucoup. Moi, j'aime bien parler, que tout le monde se mêle un peu. C'est ça, c'est bien. Au théâtre aussi, au Cinoche, beaucoup plus. Parce qu'il y a plus de monde, mais au théâtre, on peut avoir des discussions vraiment avec les... Pour la mise en scène. Alors, Marie, vous interprétez le rôle d'une des 3 sœurs dans L'Enfer de Tanović. 3 sœurs qui ont été éloignées les unes des autres, qui se parlent à peine et qui sont liées en même temps par un non-dit familial qui est extrêmement prenant. On peut même parler de secret. De secret, oui, secret de famille. Et vous-même, vous avez créé votre famille. Vous avez fondé une petite famille, vous avez une fille depuis 1 an et demi. Et vous avez dit quelque part qu'au fond, ça a calmé votre ego, le fait de la maternité, et que c'est très bon pour une actrice, finalement, d'être maman, parce qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre que sa petite personne. Oui, enfin, je pense que c'est bon pour toutes les femmes de devenir mère. Après, c'est vrai que quand on est acteur, on fait des interviews et puis on voit ces petites phrases qui nous échappent et qui se trouvent en caractère gras. Oui, je pense que, pour moi, c'est pas un accomplissement final, mais évidemment, comme toutes les femmes et comme tous les hommes qui deviennent parents, ça change forcément nos perspectives et nos priorités, c'est évident. Vous avez... on parle de secret de famille dans le film, c'est un secret lourd. Quand vous avez joué avec... il y a Carole Bouquet, je donne l'affiche quand même, il y a Carole Bouquet, il y a Karine Viard, oui. Il y a Emmanuel Béard. On sent qu'il y a eu un plaisir de retrouver ces comédiennes dirigées par Tanović. En même temps, c'est très lourd comme atmosphère. Oui, alors ce qui est un peu particulier, c'est que c'est l'histoire de 3 sœurs, mais elles ne se rencontrent qu'à la fin du film. Donc on a chacune vécu notre propre tournage, et on était d'ailleurs très heureuse de faire connaissance plutôt quand on a fait des festivals. Parce c'est vrai qu'on a eu 2 jours de tournage toutes les 3 et on était vous n'avez pas eu le temps de vous disputer, quoi, c'était bien. Non, d'ailleurs, c'était drôle parce que je crois que celui qui était le plus angoissé, c'était le metteur en scène. Alors que nous, ça allait. Enfin, je veux dire, il y avait oui, c'est toujours pareil. En tout cas, ma guitare s'appelle Reviens. Non, je veux dire, c'est le nom d'un groupe qui est là. C'est pas mal la transition. Avec Yvan Le Bolloc. C'est un peu abrupt, mais c'est efficace. Mais c'est marrant, je connais là, le deuxième en partant de la droite. Bah voilà, le petit gypsy là. C'est Yvan Le Bolloc, El Gringo. Et ils vont nous interpréter Mi Café. Mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, olé, olé. Mira, ahí échame café, que yo vengo borracho, voy al amanecer. Mira, ahí échame café, que yo vengo borracho. Por favor, échame un poco de tu café. Por favor, échame el Soner y Portale. Mi café, olé, olé, olé. Mi café, olé, olé, olé. Mi café, olé, olé, olé.
première fois, ok? Vous écoutez bien, Yanis. Ok? Attendez, on est pas parti. Mi café, olé, 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 por favor, échame el son del ritmo caney. Un poco de tu café. Ven, 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 ay niña mi 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 café, mi café, mi café. Olé, 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 mi café, mi café. Olé, 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 mi café, mi café. Olé, olé, olé. Du café du groupe Ma Guitare s'appelle Revient. Le groupe d'El Gringo. Bon, déjà, c'est un nom de Yvan groupe. Le Bolloc. C'est un nom de groupe assez génial, Ma Guitare s'appelle Revient. Mais expliquez-moi, vous allez dans quel café pour que ça prenne autant de temps d'obtenir un café? En fait, Ma Guitare s'appelle Revient, c'est parce qu'on m'a chouré 2 guitares donc cet été. Donc, s'il y a les petits malins qui regardent la télé ce soir, ils seraient gentils de me la rapporter. Je me fais aucune illusion, bien entendu. Alors moi, je te connais depuis un petit moment. Comment es-tu devenu gitan? Il y a eu une opération, un truc? Bon, déjà, je me suis acheté un camping-car. Ouais. Après, j'ai fréquenté les parkings, les ports. Enfin, c'est les seuls lieux où on t'accepte. Ouais. Et puis après, j'ai rencontré Yanis, qui est donc mon chanteur préféré. Oui, que je connais. J'ai joué au rugby avec lui. Ouais. Et Jean-Philippe Brutman, qui est un guitariste flamenco émérite, bien entendu. Magnifique. Alors, Yvan, est-ce j'ai que, une s'il te question. plaît, 2 secondes. Merci beaucoup. Alors, ça, non, il mais adore. toujours dans cette affaire de gitanité, est-ce qu'avec la grippe aviaire, c'est plus facile ou plus difficile de voler des poules en ce moment? Quelle horreur. Les préjugés. Ah là là. Non, c'est vrai qu'effectivement, les poules sont bien gardées en ce moment. Ça lui a pas plu, hein? Des poules qu'on vole, c'est des dindes, vous avez qu'à me regarder pour comprendre. Bravo. Je vais te fumer, moi, petite dinde. Bon alors, merci, bravo. Bon ben, on avait abandonné Yvan Le Bolloc devant la machine à café. On le retrouve avec Mi Café et le groupe Ma Guitare s'appelle Revient. Alors, ne manquez pas le 28 novembre au Théâtre du Temple à Paris. Il y a une espèce de combat musical entre Ma Guitare s'appelle Revient et Grosse Caisse, qui est le groupe de Bruno Solo. Ah oui. Alors, c'est-à-dire, le Bolloc Solo vont se retrouver sur scène, voilà. Ça va être plutôt sympathique, hein, comme là, il a plus. Merci Yvan. Je vous voyais, Frédéric. C'est. On a toujours eu le sentiment que la télévision était livrée avec vous, et c'est vrai, et avec vous, parce que je vous ai toujours vu à la télévision. C'est où nous sympa. racontait C'est cette Guilux, voilà ce que Ça j'allais fait dire. 10 ans que je l'ai. Quand non j'ai plus. commencé avec Raymond Marcillac, oui. Non mais il m'a dit tout à l'heure Je- dans les vestiaires, parce que ce sont des vestiaires de rugby. Oui. Il m'a dit, je vais me le faire, vraiment. Mitterrand. Bon, ça va, oui. Et Frédéric, en même temps, Ce ne sera pas la première fois. enfin des révélations de secrets de famille. Je sens que cette émission dérape. Juste une chose. Vous Allez, avez tenez présent- l'émission, Vous avez présenté à la télévision énormément d'émissions musicales. On sent que vous aimez ça. C'est-à-dire Oui, que mais c'est- ça d'ailleurs, je trouvais formidable de les entendre comme ça. Hein. Est-ce que. Il manquait que Victoria Abril, en fait. Oui. Elle est venue ici nous chanter une petite Elle est chanson. venue, Elle est bien, venue nous c'est chanter vrai. une chanson. Gloria Lasso sera là la semaine prochaine. Vous avez On viendra chanté. du Mexique. Samuel, vous, à l'origine, votre famille, vous dites qu'il y a un côté fort des Halles, de l'autre un côté forain, il y a des mélanges, un peu juifs originaires de Russie d'un côté, tziganes de l'autre. C'est une ambiance que vous avez... Non. Non, pas du tout. Non, C'est- non, Pourtant, non, c'était non, bien. pas du tout. Mais c'est bien, hein, mais je suis Mais- désolé, j'aurais voulu vous dire ouais, mais non. Non, mais en même temps, vous dites ce que vous voulez, Samuel. Enfin, là, il a dit non. Hein.
C'est marrant parce qu'il m'a semblé avoir entendu. Quelle était la question? Non, non, mais... Et quelle ambiance y avait-il alors quand vous Chez étiez moi enfant? Ouais. Chez Samuel vous, prend le relais. c'était très doux chez moi quand j'étais petit. Il n'y avait pas de... Il n'y a pas d'ambiance particulière, de couleur particulière? Non. Dehors, oui, mais pas chez moi. Chez moi, c'était calme. J'étais tout seul avec mes parents, c'était tranquille. Dehors, c'était métissé, mélangé. Attention parce qu'on va vous ressortir ces phrases. Elles sont... En même temps, vous avez toujours revendiqué une certaine mélancolie. Vous le dites d'ailleurs, c'est dans Marie-Claire, hein, j'ai vu ça. Je suis mélancolique. Non, mais je lis Marie-Claire. Mais oui, je lis Marie-Claire. J'ai peu confiance en moi, j'ai aussi besoin que l'estime me vienne d'une femme que j'admire. Je suis mélancolique, j'aime assez l'absence. Au fond, il y a. Vous cultivez cette mélancolie d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous aimez. C'est un peu de la complaisance d'être mélancolique, ouais, c'est Oui. vrai. D'ailleurs, il y a une très belle exposition en ce moment à agréable. Paris sur la mélancolie que je vous recommande. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a des périodes où c'est très mal vu la mélancolie. Et un peu aujourd'hui, un petit peu comme au 19e siècle, ça revient à la mode. C'est-à-dire, on trouve que c'est Il y a des de moments la pour être création. mélancolique, j'ai l'impression. Je sais pas, mais des moments dans la journée, le soir, c'est propice à ça. C'est pas n'importe quand. Là, maintenant, non, pas du tout, par exemple. Faut pas être mélancolique ici. Mais au fond du fond, vous n'êtes pas mélancolique un peu ici, non? Ici Oui. Mélancolique de quoi? Du calme, du silence? C'est nostalgique, carrément. Voilà, nostalgique. Vous, il y a ça aussi chez vous, Frédéric? Et je crois que c'est parce que aussi les gens ont été dépressifs pendant très longtemps et que dépressifs, on commençait à en avoir un peu assez. On trouvait que c'était un peu trop lourd. Avec mélancolique, c'est poétique. C'est romanesque aussi. Oui, c'est romanesque. Mais au fond, tout ça, ça correspond au fait que tous les jours ne sont pas forcément faciles, que toutes les émotions ne sont pas forcément douces et que nous tous autant que nous sommes, nous traversons des moments un peu difficiles. Alors mélancolique, finalement, c'est un côté plus pudique. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ce terme, actuellement, devient très à la mode. Vous, Marie, vous avez des moments comme ça dans la vie où vous êtes mélancolique? Oui. Bien sûr, oui, bien sûr. Vous Mais pouvez c'est pas le quelque redire, chose que c'est vous tellement beau. cultivez particulièrement, c'est pas... Ah non, non. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui on se trouve parfois plus beau dans la mélancolie, quoi, plus... Moi, je me perçois de façon assez floue, donc j'ai du mal à... C'est-à-dire, non, Non, enfin, je ne pourrais pas vous dire que je suis quelqu'un de Bon, mélancolique. Posons ou des questions quelqu'un de- précises pour savoir alors. Oui. Est-ce que Une vous avez actrice, essayé de vous attention. pendre dans le mois passé. Alors, non, parce qu'il y a plusieurs façons de tromper aussi sa mélancolie. Il y a par exemple, comme Samuel Benchetri, dans Moins 2, c'est vrai que je campe la pièce, hein, si vous voulez. Je vais camper. Non, j'aime pas le dire, le pitch, ou je sais pas. Il y a Jean-Louis Trintignant et Roger Dumas qui incarnent... Campons un peu, oui. Il est très en forme, Frédéric. On voulait le brancher sur la mélancolie et il nous répond non, il a envie de déconner. Vous Mais allez il voir. s'échappe tout le temps. Oui. Frédéric. Ce sont deux vieillards auxquels il ne reste que quelques jours à vivre. Et justement, l'idée de décamper est très présente. Donc, une envie, c'est de partir et de vivre intensément ces derniers moments. C'est une pièce humoristique, en fait. Et Une pièce, pardon? humoristique, écrite sur un ton humoristique. Et en fait, vous avez déclaré que si votre vie n'avait pas été frappée par des événements douloureux, vous n'auriez pas eu ce ton-là. Vous auriez été sans doute été tenté de l'écrire de façon plus tragique. Non, mais je sais pas, on dit des trucs des fois et puis c'est... Non, mais je me dis que enfin, je sais pas, quand on a des pépins, c'est bien de... Souvent, les gens qui ont des soucis dédramatisent beaucoup, et inversement. Mais je sais... Non, mais moi, j'ai du mal à être dramatique, voilà. J'y arrive pas encore. Mais un jour, je le serai vraiment, et ça sera bien. Mais pour le moment, j'ai besoin de casser le truc par une vanne, ou je sais pas. Vous êtes tenté par l'idée d'animer un talk show? Mais je l'ai dit, je suis timide, j'ai du mal à... C'est pas grave. Je suis pas à l'aise, mais je vous laisse si vous voulez. Ah mais pas du tout. Non, pas du tout. C'est malin, Ariel, hein. Voilà, vous allez le faire décamper. Je suis juste fasciné, je trouve que... Mais c'est drôle, j'ai fait de la voilà, radio tout à l'heure et j'étais très... la radio, et c'est plus facile, je crois. C'est Stéphane qui vous énerve, je comprends. Non, je vous remercie. Alors justement, vous allez nous énerver et on va tout faire pour vous énerver, Éric Zemmour, parce que c'est l'image de la semaine. Lundi dernier, le président de la République, Jacques Chirac, nous est apparu sous un nouveau jour, le nez chaussé de lunettes. Alors évidemment, tout ça
tout ça a un sens. C'est avec ce regard nouveau qu'il a parlé de crise de sens, de crise de repères, de crise d'identité. Éric, le fait qu'on ressorte les lunettes, on nous dit quelque chose. Vous savez, pour lui, c'est un retour aux sources, parce qu'il y a 30 ans, quand il était Premier ministre, il avait déjà des lunettes et il chaussait déjà des lunettes. Voilà, exactement. Oui. Ah, du coup, c'est votre côté président. C'était il y a 30 ans. Chirac. Non, là, c'est Mitterrand. Vous faites les Rappelons que vous avez appelé à voter pour lui. Le truc qui me manque, là. Alors, ce qui est drôle, c'est que la symbolique des lunettes a complètement changé. Il y a 30 ans, Chirac avec des lunettes, vous vous souvenez, ça faisait Premier ministre moderne, technocrate. La France croyait encore que les technocrates français avaient toutes les solutions pour conduire le pays. Depuis, c'est plus du tout ça. Entre-temps, on lui a enlevé ses lunettes et on lui a dit... on lui a enlevé, ça vient pas de lui. Ah non, ça vient pas de lui, non. Ah non, il a pas des le droit. conseillers en communication. Il y a des conseillers qui lui disent mettez des évidemment, lentilles. évidemment. En l'occurrence, c'est sa fille. Ça fait plus jeune de ça fait, alors voilà, à partir des années 80, 90, on lui a dit enlève tes lunettes, ça fait plus jeune. Et le bronzage, c'est sa fille aussi. Ça, c'est plus récent, oui, absolument. On lui a dit enlève tes lunettes, ça fait plus jeune, ça fait plus séducteur. En plus, comme il a toujours une réputation justifiée de séducteur, donc ça lui permet d'exprimer mieux ses qualités. Et puis, ça faisait moderne, les lunettes, ça faisait ringard, etc. Et là, on lui remet les lunettes comme si on voulait lui donner un peu de la hauteur, vous savez, un peu le grand-père de la nation, comme s'il renonçait enfin à 72 ans à être le jeune premier, le séducteur. Ben c'est peut-être parce qu'il n'avait rien vu de ce qui se passait en France, alors on lui a dit il serait peut-être temps de mettre des lunettes, non? Alors, il n'a rien prévu, mais il a vu. Et, Monsieur le Président, ça fait instituteur aussi les lunettes. C'est ce que j'allais dire, ça fait grand-père de la nation, ça fait je réfléchis à la question. Je ne suis pas dans l'action. Voilà. Ça, c'est Villepin, bon, ça, c'est Sarkozy. On savait qu'il était muet, mais au moins qu'il ne soit pas aveugle. Voilà. C'est ça. Et il réfléchit à l'action et en plus, on le protège. Et vous savez, donc, vous nous conseillez de ne plus voter pour des gens qui n'ont pas de lunettes. En fait, tout ça, c'est aussi parce qu'il voit de moins en moins bien. Et donc, pour voir son prompteur, c'est quand même utile. Comme et puis, c'est vrai, vous avez raison, on ne frappe pas quelqu'un qui a des lunettes. Il écrit au Figaro. Pardon. Il écrit au Figaro. Non, pourquoi vous je croyais. Éric, oui. Je pas Chirac. Non, Chirac. Non, mais il va être viré demain quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Mais donnez pas de mauvaises idées. Alors Frédéric, vous avez appelé, je me souviens, en 95. Ça tombe sur moi. Mais parce que vous êtes le seul des trois. D'abord, Marie est belge, donc elle n'a aucune raison de s'exprimer sur le sujet. Elle vote pour la reine Fabiola. Non, mais on vote pas pour mais vous savez que Bernadette se compare à la reine Fabiola, donc... Oui, très bien. Voilà. Vous avez appelé à voter, je vous le rappelle, en 95. Vous êtes neveu de François Mitterrand et vous appelez à voter Jacques Chirac. Il est assez prévisible, vous avez remarqué. Qui Stéphane? Oui. Oui, je le sentais arriver. Ben oui, j'ai fait ça, mais c'était il y a longtemps. Vous ne regrettez pas? Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là à ce moment-là, non. Mais 10 ans après, vous en pensez quoi? On regrette toujours tout ce qu'on fait dans la vie. Vous voyez, dans 5 minutes, je regretterais d'être venu à cette émission. À mon avis, 5 minutes, c'est trop. Bon, ben c'est le moment de retrouver le meilleur et le pire de la télévision. Ça s'appelle le zapping. Voilà, c'était le zapping. Cette image vous a fait sourire. En même temps, Samuel, je voyais très concentré sur tous les propos qui nous ramenaient au problème des banlieues. Et je rappelle que vous publiez Chronique de l'asphalte, c'est le premier volume de 5 chez Julliard. Vous avez grandi dans une banlieue. Vous avez essayé de comprendre ce qui s'y passait aujourd'hui? C'est simple, c'est évident ce qui se passe aujourd'hui là-bas. C'est que il y a plein de soucis de boulot, de 40% de chômage. Voilà, je ne sais plus combien, c'est ça, 4 fois plus que la moyenne nationale. D'éducation, les écoles sont nulles. Voilà, et puis quand il y a des cons comme Sarkozy qui dit tout ce qu'il a dit sur ses racailles et carchériser la banlieue et tout ça, lui qui parle tellement d'insécurité, d'un seul coup, il ne se rend pas compte à quel point il met les gens en danger. Voilà. J'ai l'impression que ça n'a pas été pris très au sérieux, tout ça. Et d'ailleurs, c'est bien là ce qu'on entendait, parce que
la dame là qui dit qu'elle a peur des CRS, moi aussi j'ai peur des CRS, ils me font peur quand je les vois. Je peux faire une petite lecture? Bien sûr, Frédéric. Maintenant, referme le tiroir et retourne sur le lit. Retourne sur le lit et allonge-toi. Tu sens la nuit tomber doucement dehors sur la banlieue électrique. Il n'y a pas de bruit, ou juste cette rumeur éternelle qui existe seulement ici. Un silence de banlieue, c'est un silence différent. C'est un silence avec du bruit. Écoute le silence bruyant et ferme les yeux. Tes rêves seront toujours d'asphalte, mon petit bench, d'asphalte et de néon. Ferme les yeux et endors-toi enfin, tu es chez toi. Ça, c'est dans le livre de Samuel Benchetrit, Chronique de l'asphalte, chez Julliard. C'est un livre superbe. Eh bien, sans transition. Oui, je l'amène tout le temps pour lire un morceau comme ça, et je vais lire son livre maintenant. On n'avait rien préparé, il ne savait même pas que je venais, et il ne savait même pas que je venais avec le livre. Mais c'est vrai que c'est un très beau passage parce qu'il n'y a jamais de représentation de l'humeur banlieusarde autre que ce qu'on voit à la télé, la violence, pas la violence, etc. Alors qu'il y a des tas de gens qui vivent cette espèce de neutralité, de nullité, etc. Alors je vous propose maintenant de retrouver PPD. Comment ça va, PPD? Très bien, bonsoir Stéphane, bonsoir Marie, bonsoir Frédéric, Samuel, bonsoir à tous. Cher Stéphane, vous venez de fêter votre anniversaire au cours d'une soirée mémorable. Vous étiez si entouré que j'ai pas pu recueillir vos impressions. Alors j'aimerais savoir si au cours de cette année écoulée, votre vie a plutôt ressemblé au silence bruyant de Samuel, à la vie en rose de Frédéric ou à l'enfer de Marie Gillin? À l'enfer de Marie Gillin. Non, je plaisante. À mélanger deux alors. Oui, absolument. Et ben on se retrouve dans un instant avec PPD, les Guignols. Vendredi pétante, la suite, nos invités. Je vous l'ai dit, si vous nous rejoignez, Marie Gillin pour l'enfer. On va en parler et voir la bande annonce. Frédéric Mitterrand. Pourquoi? Parce qu'il fait de la télé et voilà. Et puis parce qu'il est sympa. Oui, parce qu'on l'aime et il lit mieux que personne les livres des autres. Samuel Benchetrit, Chronique de l'asphalte, et puis -2 au Théâtre Héberto. Voilà, ça c'est nos invités. Nous retrouverons les chroniques, Stéphane Guillon, Sébastien Thierry, chez Maman. A tout de suite après les Guignols, la météo. De retour et toujours en direct sur le plateau de Vendredi pétante, la suite avec Marie Gillin qui est à l'affiche de l'enfer de Danis Tarnovic, avec Samuel Benchetrit, Chronique de l'asphalte chez Julliard, et Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, alors cette semaine vous avez inauguré, ça s'est passé comme ça, votre nouvelle émission sur Pink TV, c'est ça, qui fête Vous vouliez me parler des flamants roses tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. En pleine grippe aviaire, vous voulez me prendre pour un oiseau à type non, dangereux. mais non, hein? mais non. Vous êtes un drôle d'oiseau, mais enfin, Pink TV a fêté son premier anniversaire. Et alors, comment ça s'est fait? On vous a demandé d'animer une émission comme ça sur la première fois des gens célèbres et des inconnus. Non, la première fois de tout le monde, oui. De parce tout que le la monde. première fois, c'est quand même une chose qui est toujours émouvante, qui peut vous laisser des souvenirs très Mais la forts. première fois quoi? La première fois qu'on a embrassé? La première fois qu'on a fait l'amour? La première fois? La première fois qu'on est venu chez Stéphane Bern, Oui, par exemple. mais par exemple, oui, mais bon, ça, il n'y a pas pas de forcément à son émission, chez lui, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des problèmes à la maison. Enfin, il reçoit très très peu. Ce qui se passe, ce c'est que souvent les gens qui vont chez Stéphane Bern ne ressortent pas. Oui. Ils disparaissent. Oui, C'est Landru, le docteur Petiot. Mais non, mais rassurez-vous, Mais il y a un je vous très, inviterai très grand vous aussi à la four chez maison. lui. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que Non, si vous voulez, là on va être juste sérieux, une seconde. Quand on a sa première aventure amoureuse, sa première relation amoureuse, c'est quelquefois quelque chose de très doux, de très tendre, c'est quelquefois quelque chose d'un peu traumatisant, d'un peu douloureux, et en tout cas c'est quelque chose d'important. Et souvent j'ai été surpris de voir que les gens en parlaient entre eux, entre amis.
mais qu'évidemment, ils ne voulaient pas en parler en public. Et je me suis dit que pour les garçons qui n'aiment pas beaucoup les filles, qui vont plutôt vers d'autres garçons, ou pour les filles qui vont vers d'autres filles, c'est encore plus difficile. Et que là, il y avait certainement quelque chose à dire si on pouvait écouter avec un peu de tendresse et un peu d'attention, et que sans doute ça leur ferait du bien, si vous pouvez le dire, et que ça ferait du bien à des gens qui auraient connu des expériences semblables. Alors voilà, c'est juste ça. Mais vous interrogez les hétéros aussi, ou seulement des homos? Je peux interroger des hétéros, mais sur Pink, c'est pas très... C'est pas recommandé, c'est pas le cahier des charges. C'est pas le problème du cahier des charges, mais c'est moins fréquent, disons. L'idéal serait la première relation homo d'un hétéro. Voilà, exactement. C'est pour ça d'ailleurs, Ariel, que j'attends avec impatience que vous veniez à mon émission. Eh bien, écoutez, dès que ça sera prêt, j'arrive. Parce que ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans Non, mais vous savez que j'ai commencé avec lui à la télé. Enfin, non, Vous avez commencé chez lui, parce que lui, il avait commencé. Alors, question, est-ce que c'est facile de parler de ça? Je pose la question à vous, Marie, à vous, Samuel. C'est facile de parler de la première fois comme ça? Si Ça Frédéric... dépend de la personne qui vous interroge. Ouais. Ah, Ça Frédéric. dépend Alors, par quel exemple, si contexte. Frédéric vient chez vous et vous dit parlez-moi de la première fois, vous pourriez lui raconter? À lui? Oui. Chez moi? Non, mais Ça se passe chez moi d'abord, hein, ça se passe pas ça chez se passe elle. chez Frédéric. Oh bah non, enfin pas dans un contexte... Télévision. Non, pas du tout, non. Non. Et vous, Samuel, non plus? Si. Ah, si? Moi, c'était pas glorieux. Vraiment, Bah, c'est rarement glorieux la première fois. une pute. Ah oui? Ouais, c'est vrai. J'avais 11 ans et demi. Non, c'est vrai, j'étais venu à Paris pour me faire une pute, quand même. Et C'était la moins jolie, d'ailleurs. C'était la plus âgée. Je sais pas, ça me rassurait. Oui, c'est ça, c'est Mais au fond. il y a- C'était cette timidité, toujours Non, c'est sa gentillesse. Il allait vers celle vers qui on ne va pas. Non, mais c'est rassurant. C'est vrai que une fille trop belle pour toi, c'est ça, c'est l'idée qu'on va forcément la décevoir, non? Non, mais moi, on m'avait dit, j'ai un copain qui m'avait dit, si tu jouis pas avant tel âge, tu seras malade. Tu auras des problèmes, quoi. Il m'avait dit, tu seras malade, tu auras de l'acné à vie, tu seras vraiment un mec pourri. Alors j'ai fait Mais ça. il est temps et, de dire que c'est vrai. Hein. et j'étais- et c'est vrai que moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Je me suis dit, bah, c'est quoi au moins, l'âge? je serais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un lien entre être puceau et avoir de l'acné. Bah, c'est une question d'âge. Mais c'est vrai que les gens nous racontent. Mais par exemple, quand Stéphane, Marie, elle est Stéphane, effondrée. quand je vous ai offert un petit flacon de Clérazine Mais contre non. votre acné tout à l'heure dans les loges, Attendez. Mais oui, non, mais c'est les oui, pores qui non, sont bouchés. Mais oui, c'est les non, pores vous qui en sont pas, non. bouchés. Bon. Vraiment. trop d'hormones. Ah ouais, J'ai trop d'hormones. Il y a oui. des restaurants pour puceaux. Si on a envie de dîner avec des puceaux, des. Non, je sais pas. Bon, pardon. Vous, Marie, mais je vous sens gênée à parler de ces sujets, de même que vous avez toujours dit, à propos des scènes d'amour dans les films, que c'était pas ce qui vous passionnait le plus d'ailleurs. Bah, Je me souviens avec enfin, Julien Boisselier, vous aviez dit que vous aviez tourné chacun, enfin, vous étiez entraîné, vous étiez exercé chacun à préparer la scène avec un oreiller avant qu'on vous réunisse tous les deux. Oui, bah on s'est mis d'accord et on a décidé de simuler l'orgasme chacun avec un oreiller. Et donc quand on voit le film, moi, on voit son visage qui est en pleine extase, mais en fait il joue avec un oreiller. Et puis quand on me voit, je joue avec mon oreiller. Et voilà. Non, mais c'est pas toujours très romantique. En l'occurrence pour cette scène-là aussi, c'était très très drôle parce qu'on avait des espèces de cache-sexe absolument immondes avec des espèces de fils derrière. Donc ça, voilà, je veux dire, ça peut pas du tout éveiller votre libido, au contraire. Mais c'est étrange parce que finalement, ce film, c'est un jeu de cloison et de séparation. L'enfer ou Mais, oui. oui, l'enfer, parce que vous ne voyez pas. Mais est-ce que vous tournez souvent des scènes comme ça toute seule que vous êtes censé. Alors, pour vous J'ai mettre l'impression d'accord, que je j'ai- vous pas propose, vraiment de quoi on je parle. vous J'ai propose de l'impression que regarder j'ai la glissé bande. un petit peu. Non, Oui, parce Non, mais parlait d'un autre on parlait film, d'un autre après. film, Tout le plaisir est pour Non, mais moi. je l'avais compris, et là, arrêtez. c'est l'enfer. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film de Danis Stanovic qui sort le 30 novembre. L'enfer avec Karine Viard, Emmanuel Béard, Guillaume Canet, Jacques Gamblin, Jacques Perrin, Carole Bouquet également. Jean Rochefort. La bande-annonce donne bien l'atmosphère du film, hein, Marie? Je l'avais jamais vu et ça m'a donné des frissons. C'est vrai qu'il y a une ambiance vraiment très particulière dans ce film. Oui, enfin, c'est un film quand même sur les détails intimistes de l'existence. Et puis
C'est un parcours de 3 sœurs qui ont été brisées dans leur enfance par des non-dits, par un secret, et qui sont absolument brisées de l'intérieur et qui essayent de se débattre comme elles peuvent. Quoi. Oui, ils elles n'arrivent pas à du tout construire. à dépasser. On ne guérit jamais des blessures de l'enfance, celle-là est vraiment cruelle, surtout quand il y a le non-dit, ce secret familial très lourd. Vous avez eu une enfance plutôt, à l'inverse justement du film, une enfance extrêmement heureuse. C'était même un peu foutoir, vous disiez, tellement c'était libre dans votre... Oui, c'était libre, c'était le foutoir, c'était très clair, c'était dans la clarté, c'était un peu à l'abri du monde extérieur. Donc effectivement, et puis moi j'ai vécu dans une famille où on communique beaucoup, et je pense que ce qui est important dans l'éducation et puis dans ce que nous transmettent nos parents, c'est la communication, et puis c'est le don de soi et l'amour. Et on voit que ces 3 jeunes femmes ont complètement manqué d'amour et de communication. Elles ont manqué d'amour, et puis du coup, ce silence, ce non-dit est vraiment... c'est terrible. Oui, c'est vraiment destructeur. Alors, lui aussi, on connaît un certain nombre de choses sur sa vie. C'est la jolie vie de Sébastien Thierry qu'il nous raconte chaque semaine dans notre émission. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live? Bonjour monsieur. Je voudrais acheter une veste pour mon frère. Oui, pas de problème. Voilà. Est-ce qu'en vitrine, vous avez vu quelque chose en vitrine? En fait, il voit pas grand-chose. Dans quelle couleur vous auriez souhaité, admettons Quelle couleur tu voudrais? J'aimerais bien une veste jaune. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Jaune, oui. Ah, c'est un beau jaune, ça. D'accord. Ouais, attendez, bougez pas. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ah, c'est un beau jaune, ça. Oui. Ouais. Je me sens bien dedans, en tout cas. C'est un jaune comment, monsieur? C'est un jaune moutarde? Oui. Oui, c'est entre le moutarde et le... C'est ça. C'est un jaune moutarde? Oui. Oui. C'est un beau jaune. Oui, monsieur. Et c'est un jaune de quelle couleur? Un jaune marron, hein, comme vous faites. C'est un rose comment, monsieur, ça? C'est un rose, comment on pourrait dire? Un rose caramel, hein. C'est pas un rose vif, alors? Aussi, il est quand même assez vif, hein, quand même. Regardez. C'est un rose moyen. C'est pas un rose flash, hein. Vous n'avez pas quand même... Moi, j'aime bien les... Mais vous avez raison, faut vivre avec des couleurs. Bah oui. Le haut de la côte est citron, et l'intérieur est un jaune plus foncé, tirant sur le ocre. De telle manière à donner un petit contraste. C'est-à-dire qu'on la voit de loin, elle a l'air unie, mais de près, justement, on voit le raffinement. On voit que c'est 2 jaunes différents. Exactement. Ah bah c'est formidable. La cravate va bien avec les 2 vestes et surtout avec votre pantalon rouge. Rouge. La dominante est un rouge grenat, c'est-à-dire un rouge très profond. Oui. Qui tire quasiment sur le bordeaux, mais sans l'être. Oui. Il met très souvent son pantalon rouge. Donc c'est vrai que rouge et rose, c'est joli. Ah bah, c'est un camion de couleur qui est beau, oui. Vous prenez la jaune ou la rouge pour vous? Rouge. Quel sale gueule, ce Sébastien Thierry! Mais les gens rentrent dans son jeu, c'est incroyable. Hein. Surtout, il révèle la nature humaine, quoi. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. Non, mais c'est impressionnant. Les gens rentrent dans son univers et sont prêts à tous les... Heureusement qu'il en a pris plusieurs, parce que ça aurait été sur un seul, ça aurait été trop cruel. Les plusieurs, ça va, c'est drôle. Ils ont tous marché dans la combine. Bon, on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct sur le plateau de Vendredi Pétante. La suite avec Stéphane Guillon, chez Maman, et nos 3 invités, Marie Gillin, Samuel Belchétrit et Frédéric Mitterrand. Voilà un retour sur le plateau de Vendredi Pétante, la suite, avec Marie Gillin, l'affiche de l'enfer, qui sort le 30 novembre, avec Frédéric Mitterrand et Samuel Belchétrit. Non mais, vous avez un point commun, c'est toujours
L'autodénigrement, c'est-à-dire se demander pourquoi on est là. Parce que ça, vous dites, je suis là pour rien. Mais si, d'abord, sur Pink TV, ça s'est passé comme ça. Je suis là pour vous. Mais voilà. Non, c'est peut-être moi qui m'autodénigre en me disant je vaux peut-être pas la peine ou on vaut peut-être pas la peine pour que vous veniez. Mais vous, Samuel aussi, vous avez une. C'est vrai qu'en ce moment, on a le sentiment, on parle beaucoup de vous. Parce qu'il y a eu, depuis Janice et John, le film, vous êtes à l'affiche de Backstage. Il y a évidemment vos chroniques de l'asphalte chez Julia. Et puis -2, cette pièce qui a démarré. C'était vraiment un feu d'artifice. D'ailleurs, on a senti qu'il y avait moins de monde chez vous. Oui, non, mais il a commencé avant. Mais ça marche très bien, et tant mieux. Vous savez, plus ça marche au Théâtre Héberto, plus je suis content. Mais il a des actions au Théâtre Héberto. Non. C'est un très beau théâtre. En même temps, vous qui répugniez à vous exprimer, comment vous vivez finalement le fait qu'on parle beaucoup de vous en ce moment? Non, on parle du travail. Après, on fait rien. Moi, j'ai rien après. C'est-à-dire, vous n'avez rien? Ça veut dire qu'après, je vais tourner un film, donc ça va me prendre 1 an. 2 ans, et puis les choses se calment, et puis voilà. Et ça vous rassure malgré tout? Parce que c'est vrai que vous êtes souvent dans « je suis pas si bien que ça », dans l'auto-dénigrement. C'est quand même beaucoup de succès qui s'accumulent. Ça vous rassure pas à un moment? Vous n'êtes pas un peu plus confiant? Si, mais je sais pas. Moi, des fois, j'ai l'impression que les choses glissent sur moi. Voilà, c'est comme quand on dit à quelqu'un, il faudrait vraiment que j'aille faire un truc, quoi. C'est comme quand on dit à quelqu'un, mais non, ça va très bien se passer, tout va bien. Et puis 4 heures après... Mais la promo, c'est un truc difficile. Moi, c'est vrai que les éditeurs, les producteurs de théâtre, ils te disent qu'il faut y aller, et ils ont raison. Même Jean-Louis, moi, il m'a dit souvent que si tu vas à la télé, tu vas pas en faisant la gueule. Alors que moi, j'aurais tendance à. Jean-Louis, c'est Jean-Louis Trintignant, parce qu'on a un producteur qui s'appelle Jean-Louis aussi, au mieux. Mais lui aussi, il me l'a dit d'ailleurs. Il vous l'a dit aussi. Et Jean-Louis Aubert aussi. Oui, que vous allez voir demain dans Samedi Pétanque. Juste une chose, c'est vrai que vous avez remarqué récemment que les médias, les journalistes prennent beaucoup de précautions avec vous, ne serait-ce que pour pas, ils osent ou ils n'osent pas vous parler de Marie Trintignant. Vous remarquez que c'est un sujet qui a pourtant touché beaucoup les gens et qui touche toujours les gens et on n'ose pas forcément vous en parler. Vous avez raison. Ils ont raison. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que non, c'est pas Marie. Parler de Marie, c'est magnifique de parler de Marie. Évidemment, ça, moi je peux en parler des heures. Non, mais c'est tout le reste, tout ça, je veux plus en parler, ça me gonfle. Voilà, c'est fait. J'en ai parlé, et puis je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça me. Vous dites simplement, c'est elle. Il y a une phrase que je trouve très belle, c'est le plus bel hommage qu'on puisse dire. C'est elle qui m'a fait croire en moi. Moi, j'étais programmé pour travailler dans un garage. Ah non, ça c'est 2 choses différentes, c'est 2 phrases différentes. Mais remarquez, ça se rejoint un peu. Hein. Non, mais Marie, elle m'a vachement appris, oui, beaucoup de choses. Sur le, je sais pas comment dire, sur la concentration, sur le fait de travailler beaucoup. Et puis d'y croire un peu. Vous avez écrire aussi? Non, j'écrivais déjà, mais sur le fait que c'était pas de la dope complète, quoi, voilà. Mais cela dit, je me demande quel genre de garagiste vous auriez été. Pas terrible en fait, parce que je l'ai fait un peu. Hein. Nous, on aurait tenu la pizzeria à côté, de toute façon. Ah oui, vous et moi, oui, tous les deux. Bien, Qui aurait été le pizzaiolo là-dedans? Frédéric, c'est une émission de divertissement, on ne va pas parler de votre livre, la mauvaise vie. Juste une chose, le fait que ça soit vendu à plus de 200 000 exemplaires... Vous l'avez mal pris. Non, j'ai très bien pris. Si, mais justement, il y a une chose quand même, c'est... Vous avez, dans Le Parisien, récemment, vous disiez, j'ai quand même été surpris que personne ne me dise en face, tiens, c'est dégueulasse ce que vous avez écrit, ou etc. Oui, mais parce que les gens, je crois que les gens respectent quand on s'investit dans quelque chose, quand on essaie de faire quelque chose bien. Et donc, en plus, la chose écrite, enfin Samuel le sait aussi, et Marie Guillain certainement également, la chose écrite, c'est quelque chose qu'on respecte quand même dans la culture française. Et si on s'aperçoit que les gens se sont vraiment donné du mal pour l'écrire, qu'ils ont été sincères, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de violence en face. Est-ce que vous imposez parfois une espèce de respect excessif aux gens, peut-être parce que vous êtes l'écho d'une statue du commandeur Non, pas du tout, pourquoi un respect Non, mais excessif? est-ce que parfois vous... J'ai pas de... Non, je suis... Vous êtes l'homme qui a côtoyé les stars. Attendez, oui, Stéphane Bern, Ariel Wiesmann, Muriel... Étoile, Destin, Étoile, toutes les grandes stars de cinéma. Regardez, Marie Gillin, elle a reçu
le prix Romy Schneider, c'était en 96, je Oui, crois, c'est formidable, le prix Romy Schneider. pour l'appât de Tavernier. Et Romy Schneider, en plus, c'est une de ses idoles. Vous dites, je ne sais pas si le mot idole correspond d'ailleurs, parce que vous n'avez peut-être pas, Romy Schneider regroupe, dites-vous, à elle seule tous les fantasmes de la femme et de l'actrice. Alors, on est bien d'accord, c'est vrai qu'elle reste un modèle. Et vous avez côtoyé toutes ces stars? Romy Schneider, pas vraiment, mais d'autres, oui. Mais, ça vous fascine, les stars, toujours? Non, mais c'est pas le fait que les gens soient des stars qui me fascine. C'est le fait qu'elles aient un destin. Oui, non, c'est le fait que... Ce qui me fascine, moi, ce sont les êtres humains. Et lorsque... Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas invités et à qui je n'ai pas consacré d'émission parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas intéressants humainement. Mais en revanche, comment on peut savoir que quelqu'un est intéressant humainement avant de le rencontrer? Ah ben si, on sait, on lit des choses, on voit les réactions, on voit comment ils sont. Mais qu'est-ce que c'est quelqu'un d'intéressant pour vous? Parce que c'est relatif tout ça. C'est quelqu'un qui se comporte, ben oui, on revient à des notions toutes bêtes du bien et du mal, quoi. Quelqu'un qui se comporte bien et quelqu'un qui se comporte mal. On sait ça, hein, on sait les gens qui sont salauds. On peut préférer Truffaut, par exemple, pour toutes sortes de choses, parce qu'on a lu des livres de lui, à d'autres cinéastes. Ça, je vais Fredo, vous avez... Friedrich, pardon. C'est depuis la pizzeria. Non, mais je me disais que c'était le seul moyen de l'arrêter. C'est de l'appeler par son surnom, Fredo. Non, vous avez Freddy interviewé... aussi. Oui, Freddy, c'est pas mal, c'est minuit. Freddy. Ah ouais, Freddy, ça fait très Pour poser votre question. Alors, vous avez interviewé des grandes stars, mais vous avez aussi animé des grandes surfaces. Oui, et qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que j'ai préféré? Oui. Mais j'ai animé aussi des stars qui étaient des grandes surfaces. Oui, mais ça c'est vrai. Mais ça donnait quoi Genre quand vous Anita animiez Ekberg, vous voyez. Quand vous animiez des grandes surfaces, ça donnait quoi Bonsoir. Mais j'aime ça. Mais je trouve ça génial, la vérité, justement. c'est que j'aime ça. Je vous regarde tout à l'heure, je vois ce que vous faites. Vous faites des choses qui sont un peu différentes de ce que je faisais. J'aime ça. Je trouve ça formidable que les gens aillent comme ça à la caméra, à la musique, quand ils le font sans vulgarité, sans violence, sans méchanceté avec les autres. J'aime ça, je trouve ça bien. Alors, je l'admire chez les autres. Et moi, je ne vois pas pourquoi, si j'ai l'occasion de pouvoir le faire, je ne le ferai pas. Ça ne change rien au plaisir que j'ai de me retrouver pendant des mois tout seul dans ma chambre à écrire aussi. Mais je trouve ça sympathique d'aller vers les gens et de donner aux gens de la sympathie. Peut-être parce que quand j'étais enfant, je regardais Jean Nohain et que tout le monde se moquait de Jean Nohain et que je me disais, mais ce type, il est génial. Il donne du bonheur aux gens et c'est formidable. Voilà, c'est tout. Il donne du bonheur aux gens. C'est Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous avez un peu mal à la patte, non? Non, ça va mieux. Merci. Ça va mieux. Vous allez faire un portrait, vous faites une revue de presse? Non, un portrait, j'avais le choix là, j'en ai fait aucun des trois. Donc, vous avez fait Frédéric Mitterrand. Freddy. C'est parti. C'est parti. Frédéric depuis... Pardon? Il vient de réaliser que vous alliez faire son portrait, voilà. D'accord. Frédéric, depuis mardi, vous animez une émission sur Ping TV, titre « Ça s'est passé comme ça », où stars et anonymes racontent leur premier coït. Vous êtes la Mireille Dumas du dépucelage. Alors, à propos de Mireille Mathieu aimerait faire votre émission. Malheureusement, elle n'a pas encore eu de première fois. Oh non. Donc, s'il y a des volontaires, écrivez-nous. Oui, j'aimerais coucher avec un monument de la chanson. Ce soir, elle a 40 ans de chanson, vous savez. Pauvre. Non, c'est nous qui sommes. Alors, on imagine bien sûr toutes les célébrités qui vont se précipiter chez vous. Jean-Marie Bigard. Alors là, mon gars, ma première fois, je m'en souviens très bien. C'était une belle salope. Tout le lycée se l'était tiré, sauf moi. Et puis vous, en face, Frédéric, très policé, très doux. Bonsoir, est-ce qu'il y avait chez vous, Jean-Marie, une émotion particulière, un frisson à l'idée d'étreindre cette jeune créature? Alors là, mon gars, pas du tout. Quand j'ai sorti Popol, il était tout content. Ça faisait 5 ans qu'il connaissait que ma main, et là, hop, ça a giclé tout seul. J'ai arrosé la fille, les murs, une couche de colle, il n'y avait plus qu'à mettre le papier.
C'est joli, c'est frais cette émission. Attendez, c'est pas Sans fini. vulgarité. Frédéric. C'est nature, tout ça. Alors, dans un style plus mondain, la première fois de Jean-Claude Brialy. C'est une grande dame du cinéma français, une actrice merveilleuse, magnifique. Nous étions plusieurs, tout le monde enfilait tout le monde. Marie-Belle, Delon, Visconti, Montand se tapait un autre homme, Belmondo, un chimpanzé femelle. Tout ça sort au printemps dans le tome 3 de mes mémoires intitulé Langue de pute. Alors, il y aura aussi du suspense, la première fois de Pierre Bellemare. 13h30. Je déboutonne ma braguette. Il y a 31. Je sors mon instrument. Nous sommes le 17 juin 60, un braquemar énorme. Je coupe en deux mon horizon. Je vais l'introduire. Quand à 13h32, le téléphone sonne. Il y aura... Merci pour lui. Il y aura aussi les frénétiques, les sportifs, la première fois de Nelson Montfort. Quand j'ai perdu mon pucelage, dear Frédéric, c'était incroyable. It was unbelievable. J'étais au 7e ciel. I was in the 7th floor. Comment, et c'est la question que se pose le public de Pink TV, the audience of la télé des PD, comment j'ai pu être un si bon coup, such a good fuck? Alors parfois des pages d'histoire, la première fois d'Orlando, 1936, le front populaire. Exceptionnellement, Orlando racontera sa dernière fois un témoignage très médical, comment se faire une injection de Viagra. Et puis il y aura aussi les échecs, les premières fois ratées, celle de Stéphane Bern, commentée par Frédéric Mitterrand. Bonsoir Stéphane, qui pendant des années s'était masturbé sur le magazine Point de vue Image du Monde, aspergeant de sa semence la reine Élisabeth et parfois, par maladresse, le prince Philippe, n'arrivait pas à satisfaire Hortense, jeune pucelle croisée au bal des débutantes, suant, éructant, ses doigts tournant dans le vide, les magazines, les pages d'un magazine, pardon, qui n'était plus là. Bonsoir. Je sais pas pourquoi, il en a, Stéphane Guillon, d'abord on l'applaudit, mais il en a après ma sexualité, je lui ai rien fait. Non. Frédéric, Justement, oui, c'est un peu, justement, peut-être. c'est un peu sale. Oui, c'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Il va falloir se brancher Il sur faut la que vous regardiez. Mais oui, pardon, je ne suis pas Mais abonné. oui, vous n'êtes pas abonné. Non. Mais oui. Ça vous concerne pas du tout. Oh, j'ai pas dit ça. Je suis pas faux cul, moi. Ah bon Frédéric, vous avez une image d'être toujours un homme poli, élégant, gentil avec tout le monde. Non, je suis gentil avec les gens qui m'intéressent. Les autres, je ne m'en occupe pas. C'est-à-dire, j'évite les gens, plutôt que d'aller à Castagne tout le temps, j'évite les gens avec qui j'ai pas envie de parler, c'est tout. Et puis de temps en temps, je tombe sur des gens avec qui j'ai pas envie de parler. Dans la vie. Vous êtes caustique, vous pouvez... Non, je peux très bien me défendre, je peux très bien même être assez ferme sur ce à quoi je crois. Mais vous êtes un mélange de quelqu'un d'installé et de quelqu'un de très instable quand même. Pas instable, mais je suis un peu dans les marges et ça me convient très bien. Samuel, Jean-Louis Trintignant dit que vous aviez un point commun, lui et vous, c'est que vous êtes peu sympathique. Alors, c'est une déclaration qu'il a faite, ça va. Oui, on a un point commun, on n'est pas très sympathique ni l'un ni l'autre. Je sais pas pourquoi il dit ça. Alors que nous, Non, mais parce que... non, pas, parce que c'est une discussion qu'on avait sur la tiédeur, voilà, sur les rapports polis, justement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de rapports un peu tièdes comme ça avec les gens. Et... Non, mais c'est compliqué. Non, mais je sais pas pourquoi il dit ça. Moi, je suis sympathique. Lui, il n'est pas sympathique. Mais c'est vrai que lui, mais lui, il n'est pas sympathique. Il a cette façon de ralentir tout ce qu'il dit qui fait qu'on est obligé de l'écouter. Je crois qu'il est tellement sympathique, en fait. Mais il oui, est tellement c'est ça. plus sympathique que les autres qu'il cherche à se défendre comme ça. est-ce que visiblement, vous n'aimez pas les rapports tièdes avec les gens non plus? Vous aimez bien... vous ne redoutez pas l'affrontement, c'est-à-dire défendre vos idées contre qui ne partagent pas votre... Je sais pas. Ça dépend avec qui. On peut pas être extrême avec tout le monde, mais je trouve que oui, on est un peu comme ça dans
les rapports avec les gens sont souvent polis et puis bien élevés. Et de temps en temps, c'est intéressant de provoquer un peu. Mais en même temps, je dis ça et je suis plutôt tiède, moi. Et Marie, y a-t-il des cinéastes avec lesquels vous ne tourneriez jamais ? Alors c'est vrai que la question est assez perverse, mais à contrario, j'imagine, il y a ceux avec qui vous aimeriez tourner, mais... Oui, il faudrait qu'il soit pas tiède en tout cas, c'est sûr. Vous aimez aussi qu'un cinéaste, un réalisateur vous demande de faire des choses qui vous mettent en danger ? Oui, enfin, mettre en danger, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais moi j'aime les univers assez contradictoires, assez sombres. Je pense que de plus en plus, peut-être qu'au début j'attachais plus d'importance au scénario et aux personnages, et maintenant je crois que j'ai peut-être un petit peu lâché prise et je me laisse beaucoup plus aller justement aux rencontres. On peut très bien lire un scénario qui n'est pas extraordinaire, mais avoir une telle rencontre, des relations humaines avec le metteur en scène, mais aussi avec des techniciens sur un tournage. Il n'y a pas que le metteur en scène et les acteurs. Moi, j'ai plutôt envie aujourd'hui de remplir ma vie de relations humaines riches, et pas tièdes. Stéphane, un coup de pompe, une déprime passagère, une émission de talk-show à faire. On n'a pas forcément envie d'y aller. Sébastien est là. Lorsque Samuel Benchetrit, par exemple, n'aura pas envie de revenir dans cette émission, c'est Sébastien qui le remplacera. Lorsqu'il s'agira de raconter sa première fois homo, Sébastien. Énorme. Ah bon? Qu'est-ce qui était énorme? Eh bien, il est temps de retrouver la plus étrange, mais aussi l'une des plus attachantes de toutes les familles françaises. C'est le moment de rejoindre le frère, la sœur et puis la maman. C'est chez maman. J'ai décidé de m'appeler Franck. Hein? Je vais changer de nom. Je vais m'appeler Franck. Pourquoi Franck? Parce que Franck, c'est la classe. Tous les Franck sont des ratés. C'est pas vrai. Les Franck sont des types formidables qui couchent avec plein de bonnes femmes. Y'a qui? Franck Leboeuf. Mais il est affreux, le bœuf. Il est affreux, mais il emballe. Il emballe des grosses vaches. Oui, il emballe quand même. Y'a qui d'autre? Franck Dubosc. Oh, c'est vrai qu'il est beau. Il couche avec Elise Moon. Et alors? Et il emballe, hein? Bon, y'a qui d'autre? Francky Vincent. Ah non, ça compte pas. Pourquoi? Parce qu'il est antillais? Évidemment, trop facile dans les îles. Et Frank Sinatra. Oh, c'est vrai qu'il a la classe. Il emballe plus rien du tout, il est mort. Et puis Frankenstein. Non, Albert Einstein. Non, il s'appelait Frankenstein. Mais il est affreux, Frankenstein. Il est affreux, mais il emballe. Comme le bœuf. Pareil. Alors c'est pas... Voilà, c'était chez maman, Françoise Presson, Marie Parouti, Sébastien Thierry. C'est pas Franck, Marie. Je vais vous faire réagir sur Martin Rapneau. Vous avez enregistré une très belle chanson avec Martin. C'est plutôt courageux pour quelqu'un qui, comme vous, se définit comme une chanteuse de salle de bain. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Je sais pas si c'est courageux, mais non, mais ça s'est passé très simplement. En fait, on se connaissait, et puis il a demandé à savoir si je chantais juste, et je lui ai dit oui, je chante juste comme une chanteuse de salle de bain. Et j'avais adoré son album, et puis on a fait cette petite chanson, enfin, qui n'est pas une petite chanson, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais Sandrine Kiberlin a commencé comme ça aussi, et puis elle a fait un album, La Godiche, oui, musique, très. Martin Non, mais Martin Rapneau, formidable. J'ai juste le temps de vous dire au revoir et de vous remercier d'être venu dans l'émission. Marie Gillard, on vous retrouve à l'affiche le 30 novembre dans le film L'Enfer, réalisé par Danis Tanovic, avec Karine Viard, enfin il y a tous les noms, Emmanuel Béard, Carole Bouquet, Jacques Perrin, Guillaume Canet, Frédéric Mitterrand, vous animez tous les mardis à 22h40 sur Pink TV l'émission Ça s'est passé comme ça, la première fois pour aider ceux qui découvrent l'amour à mieux l'assumer, à mieux le vivre. Et puis Samuel Benchetrit, allez voir sa pièce Moins 2 avec Jean-Louis Trintignant et Roger Dumas, c'était au Théâtre Héberto. Et puis les Chroniques de l'Asphalte sont disponibles chez Julia. C'est le premier volet de ça. Il y a Backstage aussi, avec Emmanuel Seigné et Gilles Lebesco. Voilà, Vendredi Pétante, c'est terminé. On se retrouve demain à 19h20 dans Samedi Pétante, avec Jean-Louis Aubert, Laura Flessel et Fabien Pelouche, puisque c'est 24 heures de sport sur Canal+. Tout de suite sur Canal, c'est Kill Bill avec Uma Thurman. Bon, salut à tous et à demain.